Il y a environ un an, quand on parlait du travail à distance, il restait encore des sceptiques pour penser que, dès que les confinements prendraient fin, tout allait redevenir comme avant. Par exemple, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, expliquait que, en septembre ou en octobre 2021, ce serait exactement comme avant. Las, JP Morgan a désormais annoncé qu'elle se convertissait elle aussi au travail hybride permanent, en permettant à environ 60% de ses salariés de travailler de chez eux une partie du temps. C'est un exemple de plus de ce qui est maintenant devenu une évidence. Le travail hybride, où une partie des employés travaillent à distance une partie du temps, est en train de s'imposer comme la norme. Le 100% présentiel ne disparaîtra bien sûr jamais, mais il fait déjà figure d'exception. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est, en travail hybride, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et comment le faire marcher mieux? Il est trop tôt pour qu'on ait beaucoup de données précises permettant de répondre à ces questions, mais chaque mois apporte son lot de nouvelles études. En voici deux qui illustrent deux principes essentiels sur le travail hybride. La première étude, publiée par Melanie Brooks et Jonathan Levav dans Nature, s'est intéressée aux tâches qui demandent de la créativité, en faisant travailler des ingénieurs, soit en équipe physique, tous ensemble, soit en équipe virtuelle, en vidéoconférence. Leur conclusion est que les équipes qui travaillent à distance, en vidéoconférence, génèrent moins d'idées que celles qui travaillent en personne. Cette conclusion s'est retrouvée à l'identique dans les 5 pays où les chercheurs ont mené leur étude. En revanche, quand il ne s'agit plus de générer les idées, mais de sélectionner les meilleures idées parmi celles qui sont proposées, les équipes à distance font aussi bien, et même parfois mieux, que les équipes physiques. Cette étude empirique illustre un principe déjà mentionné ici, qui est que les effets du télétravail doivent s'analyser tâche par tâche. Il y a des tâches téléfragiles qui résistent mal à la perte de contact physique, par exemple la génération d'idées, et il y a des tâches télérobustes qui peuvent très bien se faire à distance, souvent mieux d'ailleurs, comme la sélection de ces mêmes idées. Les organisations qui ne tiennent pas compte de la différence entre ces deux types de tâches sont sur une mauvaise pente pour passer au travail hybride. La seconde étude récente a été conduite par Thomas Roulet, qui a étudié 1000 personnes en télétravail, et qui a publié une synthèse des résultats dans la MIT Sloan Management Review. Roulet s'est intéressé à la productivité des salariés et à leur qualité de vie au travail. Sa conclusion principale ne surprendra pas les habitués du home office. En moyenne, le travail à distance accroît la productivité, contrairement aux craintes des petits chefs traditionnalistes qui avaient peur que les salariés ne tirent au flanc dès qu'ils échappent à leur surveillance. Mais ce gain de productivité se fait au prix d'une dégradation du bien-être des salariés, principalement parce que les frontières entre vie privée et vie professionnelle ont tendance à s'éroder. Ce que l'étude de Roulet nous apprend de nouveau, en revanche, c'est que cette moyenne cache des différences très importantes entre les personnes. Au total, certains travaillent plus, mais d'autres travaillent moins. Le fait de pouvoir travailler dans la concentration sans interruption est une source de satisfaction pour certains, mais de désagrément et même de désengagement pour d'autres. Les salariés les plus jeunes ne réagissent pas au télétravail de la même manière que les plus anciens, et ainsi de suite. Là aussi, cette étude illustre un principe, et ce principe devrait être au cœur de toutes les réflexions sur le télétravail. Le principe est qu'il n'y a pas de modèle à taille unique qui fonctionne en télétravail. Les entreprises, bien sûr, ont besoin de fixer un cadre, ne serait-ce que pour signer des accords de télétravail avec les syndicats, mais ces cadres ne résolvent pas le problème, ils ne font que commencer à le poser. Faire fonctionner un modèle hybride, c'est s'adapter à chaque équipe, voire à chaque individu. C'est pour ça que le travail hybride va demander une sérieuse montée en compétences à beaucoup de managers qui jusqu'ici ne se préoccupaient pas beaucoup de la gestion quotidienne de leur équipe. En somme, pour faire fonctionner un modèle de travail hybride, il va falloir faire deux choses. S'organiser autour des tâches plutôt que par grands ensembles de fonctions ou de départements, et s'adapter aux individus plutôt que de leur imposer de s'adapter à l'organisation de l'entreprise. Ce sont là deux changements fondamentaux que le travail hybride va imposer. Il n'est pas exagéré de dire que c'est une petite révolution dans nos modes de travail et dans nos méthodes de management, et elle ne fait que commencer.